Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec notre cher Polydomso. Vous pouvez nous poser des questions lors de ces triple six quotidiennes, soit par mail podcast@lasueur.com ou par message direct sur Instagram @lasueur si vous nous écoutez en audio. N'hésitez pas à lâcher les 5 étoiles sur iTunes et puis on est partout, Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict. Voilà. Et vous pouvez également poser des questions par commentaire sur YouTube. Mon cher Polydomso, avant de répondre aux questions, il y a ce fameux UFC 249. On en a déjà parlé un petit peu avant le podcast, mais ce que je voulais aussi ajouter, mon cher Polydomso, c'est que pour nous, c'est terrible parce qu'on se retrouve face à... C'est assez rare ces combats-là où tu as vraiment deux gars qui... Je ne veux pas dire qu'il y a des mecs qui méritent de perdre, mais où là, ça va vraiment faire mal de voir un des deux mecs s'incliner. Bah, moi, j'ai le cœur brisé par ce combat, je le reconnais, hein, c'est terrible parce que je l'ai dit dans un précédent podcast que je suis le fan number one de Justin Gaethje et je comprends tout à fait qu'il saisisse l'opportunité parce que la configuration est telle dans la catégorie lightweight qu'il faut prendre. Si ça se présente, il faut prendre. Peu importe la configuration, peu importe le fait que ce soit en short notice, que ce soit contre un adversaire compliqué. C'est très difficile pour Justin Gaethje de sortir en fait de l'espèce d'embouteillage qui est au top de la catégorie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est pareil. Moi, j'ai le cœur brisé pour Tony Ferguson parce qu'il mérite pas ça, quoi. Il mérite pas ça. Et pourtant, c'est un combat que j'ai appelé de mes voeux. C'est-à-dire, c'est un combat que je veux voir dans l'absolu. Ah oui. Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Voir, exactement. Bien sûr, mais pas là, pas dans ce timing-là, pas de cette manière-là, surtout pas. Parce que en fait, c'est perdant-perdant cette histoire. Vraiment, moi, plus je retourne le truc dans tous les domaines, sauf pour les fans évidemment, mais pour les deux combattants, j'entends. Pour Justin Gaethje quand même. Ah ouais, pour moi, lui, il y gagne un petit peu. Il y gagne un petit peu parce que tu ajoutes Tony Ferguson quand même en cas de victoire. Les gens disent, là, tu vois, t'effaces tous les doutes parce que mon cher Polydomso, qui est évidemment un fin observateur du MMA game, mais également du social media game, vous avez pu voir que tous les commentaires justement sur la sueur, sur les posts qu'on a fait, il y en a énormément qui voient mine de rien Ferguson rouler sur Gaethje, alors que si on suit un petit peu, Gaethje c'est quand même un sérieux client, donc tu vois, je pense que pour beaucoup il n'est pas encore légitime dans cette course au titre. Oui, c'est étonnant d'ailleurs, parce que moi je pensais sincèrement, mais après c'est des questions de hype, mais je pensais sincèrement qu'il n'y aurait pas une telle, un tel, on va dire, pas favoritisme, mais engouement, je veux dire, position pour la victoire probable de Ferguson. Je pensais que même compte tenu du fait que Ferguson est sur 12 victoires d'affilée, mais peu importe, le fait est que stylistiquement, sans trop, on va dire, pousser la réflexion, c'est pas un match-up favorable du tout pour Tony Ferguson, ce combat-là. Ça veut pas dire qu'il peut pas gagner, mais c'est compliqué pour lui. Hein. Là, pour le coup, c'est compliqué. Alors, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais alors du coup, je comprends pas. Vous dites que c'est compliqué si c'est Justin Gaethje. Qu'est-ce que ça aurait été si c'était Khabib? C'est ça. Pas la même situation du tout, pas les mêmes styles. C'est pas comparable du tout. Et puis les maths de MMA, on sait ce que ça donne. Ça va nulle part, quoi. Ça va nulle part parce que c'est les styles qui font l'opposition. Il y a pas de, je le redis encore une fois, il n'y a pas de niveau dans l'absolu. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais ensuite, c'est un peu comme pierre, papier, ciseaux. Tu as un style qui va se prêter un peu plus pour battre un autre type de style, et puis ensuite, un autre style. Il n'y a pas de style absolu, sinon tout le monde s'entraînerait de la même manière et tout le monde ferait la même chose. Et il n'y aurait pas des mecs comme Tony Ferguson qui ont une façon unique de s'entraîner, des mecs comme Justin Gaethje qui ont des façons uniques de combattre. C'est ça qui rend le sport fascinant d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas, je trouve que c'est terrible parce que je me dis, quoi qu'il arrive, c'est pas cool parce que je suspecte, même si Justin Gaethje gagne, mettons, il gagne, il met un KO. Il voit la petite douille. Moi je vois la douille arriver à 2 km. Je la vois arriver à 2 km. Surtout qu'en plus, ils ont le même promoteur, Khabib et Justin Gaethje. Donc je sais pas, moi je me mets à la place d'Abdelaziz qui fait son taf pour le bien de ses combattants et de ses combattants phares, même si c'est son métier. Hein. Voilà, c'est son métier. Donc du coup, qu'est-ce qui est le plus favorable pour lui pour faire du pognon? C'est pas Justin Gaethje Khabib.
C'est-à-dire, même celui qui déteste Conor McGregor par tous les pores de sa peau, il est obligé de reconnaître que le truc qui fait le plus de pognon, bah, ça fait chier, et ça me fait chier de le dire, hein, ça me fait chier de l'admettre. Hein, c'est terrible parce que les gens, maintenant, on est un peu comme une famille, la communauté La Sueur, on se cache rien, quoi. Et moi, Conor, ça fait des années que j'en ai un peu marre, quoi. Enfin, je veux dire, je le respecte en tant qu'athlète, je trouve qu'il est exceptionnel dans sa façon de combattre quand il est à son top. Mais là, moi, ça me fait mal au cœur pour pour les autres, quoi. Ils sont dans les tranchées depuis tant d'années. C'est ça. C'est pas juste et en même temps, c'est la loi du marché. Donc, c'est compliqué et je peux pas en vouloir à Abdelaziz si jamais il se retrouve dans cette situation-là où il a à choisir entre un combat pour Khabib, donc pour le compte et pour le nom de Khabib, entre Conor McGregor et Justin Gaethje, je pense qu'il fera le choix du businessman. Ouais. Et on peut pas lui reprocher ça, c'est pas possible. Donc du coup, moi, je sens la douille arriver pour Justin Gaethje, qui, en plus de ça, je pense pas que ce soit le mec qui soit ultra dur en affaires. Là, pour le coup, c'est juste, c'est du flair, mais je pense pas. Je pense, toi, tu les vois pas faire le combat contre un Gaethje McGregor en attendant? Moi, en fait, ouais, pourquoi pas, mais je pensais même, en fait, pour te dire le fond de ma pensée, mais peut-être j'ai lu Kubre, hein, peut-être, d'ailleurs, vous êtes, je vous recommande de me contredire dans les commentaires, je serais très intéressé par lire votre avis sur cette question, mais moi, tel que je sens les choses, si jamais Justin Gaethje gagne, mettons, de victoire éclatante au premier round KO, donc il y a quand même un petit remous. Donc à mon avis, ils peuvent pas le zapper, tu vois, ils peuvent pas dire on va catapulter Conor qui aura rien fait dans l'entretemps, si ce n'est la victoire contre Donald Cerrone. Donc ils vont faire une espèce de shenanigans, comme ils disent en anglais, tu vois. Ouais. Et en gros, ils vont organiser le combat, mais de telle sorte qu'il ne se fera pas, quoi. Genre c'est vraiment un truc à la con, l'idée va être lancée et tout. Puis après, finalement, comme ils seront mis dans une situation où ils pourront pas le faire, ils vont dire bah on va faire Conor McGregor en septembre, un truc comme ça. C'est comme ça que je le vois en fait. Je pense qu'ils vont nous mettre une petite douille comme ça. Ils vont l'annoncer le combat parce que quelque part il est quand même tenu par ses paroles, Dana White. Complètement. Le prochain qui gagnerait, il rencontrerait Khabib. Bah, et puis surtout, si tu as le titre intérimaire, que t'es pas blessé ou qu'il n'y a pas d'événement majeur comme tu as dit ou de type traquenard de ce type, ça la fout très mal pour l'UFC. C'est vrai, mais bon, ils n'en sont pas à ça près. Hein, je veux dire, ils n'en sont pas à ça près. Et, bon, après, c'est vrai que là, moi, encore une fois, je suis quelqu'un de pessimiste et je m'inquiète un petit peu pour ceux qui sont moins bien lotis, on va dire médiatiquement. Et c'est vrai que Justin Gaethje, c'est terrible parce que moi, je trouve que c'est un des combattants les plus jouissifs à regarder combattre. Mais il a eu des bonus lors de chaque combat à l'UFC. Il y en a même eu un où il en a eu deux, je crois. Pour te dire, sur un même combat. C'est ça, ma performance et combat. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un combattant exceptionnel. Et en fait, c'est juste parce que, ouais, Justin Gaethje, c'est un brave type. Il fait pas de clash, il est plutôt sympa, il n'a pas une personnalité très. Après, on n'en sait rien, on ne le connaît pas dans la vie privée, quoi. Mais je veux dire, dans sa personnalité publique n'est pas. Et il est peut-être trop honnête aussi. C'est ça. Et puis moi, c'est un régal en interview, mais c'est vrai que tu vois les gars qui te disent à chaque fois, je vais sûrement mourir jeune. Je vais affronter ce mec-là, je sais que je peux perdre, je suis terrifié et tout. C'est pas, on va dire, le plus vendeur quand tu fais les gros titres et que t'as ESPN qui va mettre un tel ou un tel en avant. Et puis pareil, quand tu regardes son mode de vie, c'est pas non plus le mec le plus bling-bling. Il a un entraîneur qui est brillant, donc Trevor Whitman, mais pareil, c'est pas quelque chose d'atypique à la Tony Ferguson où tu peux te dire on va orienter notre documentaire de telle manière. Non, lui, c'est le seul truc qui fait justement qu'il est vendeur, c'est son style et c'est ce qu'il apporte dans la cage. Mais on voit bien que c'est pas ce qui suffit. Ouais, non, et c'est malheureux. Donc, du coup, je me dis, si c'est Justin Gaethje qui gagne, c'est un traquenard. Si c'est Tony Ferguson qui gagne, je pense que. Affaibli. Voilà, c'est ça. Je pense là, le combat se fera avec Khabib parce que ce sera pas possible. Là, en revanche, là, je veux dire, il aura tout fait, quoi. Là, il manque quoi, tu vois, dire, là, à moins de, je sais pas, là, est-ce qu'il faudrait faire de plus, genre trouver un vaccin contre le sida ou un truc comme ça, je sais pas, tu vois, genre il aura contre le Covid-19. Oui, contre le Covid-19, quoi. Mais ouais, mais là, il sera passé par tous les obstacles, il aura affronté toutes les vexations et tout. Enfin, je veux dire, sera le seul mec, je crois, qui aura gagné 2 fois le titre intérimaire sans le perdre. Enfin, c'est un truc de folie. Donc, je pense que là, ils seront obligés de le faire, mais
je veux dire, Tony il vieillit et il prend des dommages à chaque combat. Et je suspecte que part là, le c'est dernier contre Cerrone, mine de rien, où ça a relativement été pour lui. pas mal, mais c'est quand même, tu vois, Complètement. genre, je suis d'accord, selon l'échelle Tony Ferguson, c'est une balade de santé ce qui s'est passé, tu vois. Exactement. Mais pour un combattant moyen, c'est déjà un combat âpre, tu vois. C'est vraiment le genre de combat, t'en reviens, t'es content, mais en même temps, tu sais que t'as perdu quand même quelques mois d'espérance de vie dans l'affaire. Mais là, je pense que si c'est contre Justin Gaethje, les deux sont des tueurs et c'est des gens qui sont prêts à mourir, quoi. Mhm. Et c'est ce qui me fait peur vraiment, moi, pour Tony. Parce qu'à 36 ans, le combat contre Gaethje, j'ai presque envie de dire, il n'avait pas besoin de ça. Parce que soit, Polydomso l'a très bien dit avant le podcast, c'est soit il perd rapidement Tony Ferguson parce qu'il se prend un KO au premier round, soit il gagne, on sait tous comment il gagne, ça va être au 4e round, par soumission, ou enfin bref, après une guerre, parce qu'on sait aussi ce que Justin Gaethje apporte, et une guerre contre Justin Gaethje, vous pouvez dire ce que vous voulez, le mec est durable au possible, dans son prime physique, parce qu'il a 30 piges, je crois, et Tony Ferguson a 36 ans, j'ai peur vraiment, tu vois, que ce soit un petit peu les derniers clous, tu vois. Ouais, Parce c'est que, la guerre de trop, quoi. La guerre parce de que trop. là, qu'il arrive ensuite contre Conor McGregor ou contre Habib, ou peu importe contre qui, bah, il pourra plus encaisser autant, parce que là, contre Gaethje, pour moi, à part Gaethje, je pense que tu as Dustin Poirier, c'est les seuls, tu vois, dans la catégorie lightweight qui ont ce niveau-là où tu sais que pour passer à travers eux, tu es obligé de prendre des dommages. Tu es obligé d'accepter Mais que c'est tu vas surtout prendre des qu'en dommages. plus, Tony Ferguson, il n'a pas une façon de combattre prudente, quoi. Donc, Ouais. c'est aussi ça qui le rend, en fait, on va dire, susceptible de prendre énormément de dommages dans cette affaire. Et ouais, moi, je pense que là, ce sera une guerre et que ce sera peut-être la guerre de trop pour Tony Ferguson. C'est regrettable, d'autant que, encore une fois, je soupçonne le traquenard. Si jamais il gagne, Tony Ferguson, mettons, dans la douleur, typique Oh. Ferguson, 5e round, décision, genre le truc atroce, quoi, il prend plein de dégâts et tout. Je suis prêt à te mettre mon billet, je te flanque mon billet, que le combat contre Khabib, il sera organisé 2 mois ou 3 mois après. Ah oui, oui. Et là, ce sera pour ce sera l'exécution, quoi, c'est clair. Et Après, il y a le Ramadan. Le Ramadan nous sauve parce que Habib a dit au mieux, c'est août. Au mieux, il revient en août. au mieux. Mais c'est avant le Ramadan. C'est avant ou c'est après? Avant, ouais, c'est au mois de mai. Oui, c'est avant. Ouais, mais je pense qu'ils pourront le faire, je te dis, 3-4 mois. Prochain combat, ça nous amène à quoi? On est avril, dans 4 mois, on est août, mec. Je te dis, c'est comme ça. Et je suis pas en train de faire un complot genre pro-Khabib ni rien. C'est juste que Tony Ferguson, il est très dérangeant pour l'UFC en fait. Il est très chiant ce mec. Enfin, je veux dire, Dans une catégorie comme ça. Ouais. dans la catégorie comme ça, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, et malgré tous ses accomplissements, bah, il n'a pas énormément de fans parce que c'est quelqu'un de très très étrange quand même. Moi j'adore, hein, Tony Ferguson, il me fait kiffer, mais un truc de malade, quoi. Même quand il fait ses dingueries, tu vois, genre, Oui. un des moments que j'ai le plus apprécié de l'histoire de l'UFC, c'est quand, après le combat entre Khabib et Conor, il y a eu tout le marasme, parce que Khabib, enfin, on se souvient de trucs, ils n'ont pas pu faire la post-fight conférence. Et du coup, ils ont filé un micro à Tony Ferguson. Ils lui ont dit, vas-y, essaie de combler l'espace le temps d'eux. Et enfin, c'est juste un moment magique parce que là, il était en roue libre total et c'était trop drôle, quoi. C'est vraiment trop drôle et très intéressant d'ailleurs. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme moi, hélas. Je le regrette. Et il y a plein de gens qui le trouvent chelou, bizarre, étrange. Et en plus, je pense, Tony Ferguson sur les dernières conférence, c'est aliéner la fanbase de Khabib. Donc Ouais. c'est compliqué. Il n'a pas beaucoup de fans. Il te dégomme les 3 quarts de la catégorie. Donc tu peux pas faire monter un autre gars en parallèle. Et tant qu'il n'aura pas rencontré Et Khabib, Dieu sait qu'ils ont essayé de ah le bah faire ouais, dérailler. ils ont essayé de le dérailler. Et tant qu'il n'y a pas eu le combat contre Khabib, bah mine de rien, ta catégorie, elle n'est pas crédible. Moi, je suis Ouais. désolé. Tu peux pas avoir un champion qui continue de défendre son titre et faire comme si Tony Ferguson n'existait pas. Ouais. Donc en fait, il faut qu'il perde quelque part. Il faut qu'il perde ce mec. Et c'est terrible. Mais là, je pense pas que ce soit. Attends, je suis pas en train de faire genre le complot, Ouais, bien genre sûr. les dominos, le jeu d'échecs et tout ça. C'est pas ça. Je pense qu'en fait, c'est l'opportunité, quoi. Là, Mhm. l'opportunité est trop belle. Déjà, moi, je trouve le combat en short notice contre Justin Gaethje, c'est vraiment l'embuscade. Complètement. Et même, et je te dis, le système est malin. Même s'il s'en sort, il se fera zigouisser Ouais, derrière. Donc c'est exactement. pour ça, c'est malheureux. En fait,
si finalement, moi, je suis dégoûté que ce combat se fasse maintenant, pas parce que le combat va se faire et que c'est pas le combat que je veux, mais c'est que ça révèle quelque chose à mon sens, et je pense que je suis pas le seul à le penser, que ça révèle quelque chose sur l'opinion qu'a l'UFC de Tony Ferguson. Ça me fait mal au cœur parce que tant que c'était pas. Enfin, là, il manquait plus que ça, quoi. C'est vraiment le truc vraiment très très évident, je pense, pour en avoir la preuve. Entièrement d'accord, mon cher Polydome. Et puis de toute façon aussi, hein, ce qu'on peut dire, c'est que Tony Ferguson, parce que beaucoup se disent, mais pourquoi il a accepté? Il y a bien évidemment cette motivation financière, parce qu'en 2017, rappelons-le, l'UFC 209 était annulé après le weight cut manqué de Habib et où là, Tony Ferguson n'avait pas combattu. Donc déjà, ça fait tout l'argent du training camp qu'il avait dépensé, qu'il n'a jamais revu. 2018, donc à Brooklyn, il devait être main event pour le titre cette fois-ci. Et là, c'est lui qui s'était blessé, donc là aussi, ça lui était passé dessus. Et là, 2020, après avoir eu un seul combat, mine de rien, l'année dernière face à Donald Cerrone, donc qui n'était pas énormément payé parce qu'il était co-main event, il avait été co-main event aussi contre Anthony Pettis en 2018, puisqu'il est sur un combat par an en 2018, 2019 et là pour 2020, où je pense qu'il avait dépensé énormément d'argent pour le 249. Je pense que c'était compliqué pour lui de devoir être en mode soit j'attends et je reporte, et puis comme l'a dit Polydomso, il a changé de management, et je pense que son management, c'est aussi très bien que Ferguson représente un problème pour l'UFC, et que tu allais avoir toute cette incertitude sur est-ce que l'UFC allait prendre le risque de rebooker le combat Habib-Ferguson plus tard, ou tout simplement la tentation de faire Habib-Conor McGregor, et que Ferguson soit obligé de se retaper encore un contender hyper compliqué avec un salaire qui est forcément moindre. Ouais, et puis en plus, ce qui est terrible, c'est que dans l'affaire, si jamais Ferguson perd, il perd tout, quoi. Ouais. Il perd tout parce que là, on peut être. Enfin, il y aura plus d'arguments en fait derrière. On voit déjà se profiler les argumentaires. Par exemple, genre s'il a perdu contre Justin Gaethje, il n'aurait eu aucune chance contre Khabib et tout. Alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est une question, encore une fois, de match-up et de style. Et bon, bref, c'est dommage. On va pas répéter encore une fois ce qu'on a déjà dit. Moi, j'ai le secret espoir que Tony Ferguson nous fasse ce que j'avais recommandé qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il fasse la pesée, qu'il rentre dans l'octogone et qu'il tape au moment d'entrée dans l'octogone. Ce serait un sublime bras d'honneur. Bon, ce serait la fin de sa carrière aussi, hein, mais au moins il ne prendrait pas de dommages, quoi. Parce que là, franchement, tel que je vois, c'est traquenard sur traquenard ce qu'il attend. Ouais. Et encore, j'ai même pas évoqué le scénario, à mon avis, qui serait encore pire. Ce serait qu'il gagne contre Justin Gaethje et que dans la foulée, on organise un combat contre Conor McGregor qu'il pourrait pas refuser. Ouais, complètement. Et qu'il se fasse mettre KO. Et qu'il se fasse mettre KO. C'est ce possible. Qui est possible, et j'ai presque envie de dire, mon cher Polydomso, ce qui est plus probable. Parce que là, l'UFC, donc ils organisent tous leurs combats parce que justement, s'ils atteignent le nombre d'UFC cette année, ils peuvent se faire 750 millions de dollars par ESPN. Donc l'UFC a des obligations en termes d'événements à livrer pour justement toucher tout ça. Habib, on l'a dit, il y a le Ramadan, ensuite il faut qu'il récupère, et il revient au mieux, août ou septembre. C'est vrai que l'UFC pourrait se dire, juste après la guerre, il faut quand même qu'on engrange du bif parce qu'on n'a pas toutes ces billetteries qui arrivent, puisqu'on a tous les événements à huis clos. Pour patienter, tu vois, tu fais là en avril, tu as Ferguson machin, en juin, tu fais McGregor contre Ferguson. Et en plus, il accepterait. Et il accepterait. Il serait forcé d'accepter. Après s'être pris une guerre. Et ouais, parce que tu refuses pas en fait une offre comme ça. C'est terrible, mais tu la refuses pas. Une offre qui ne se refuse pas. Bah ouais. Pour citer Don Corleone. C'est regrettable, mais bon, ça en est c'est cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire, quand on comprend à peu près les préoccupations de l'UFC et la réalité, on va dire, médiatique et du business, c'est comme ça, quoi. Et on n'a que nos yeux pour pleurer parce que finalement, on va se retrouver privé d'un match qui avait vraiment un grand intérêt, quoi. Je veux dire, le match, la rencontre Khabib-Ferguson, c'est un truc qui est super intéressant. C'est-à-dire, c'est pas souvent qu'on a de telles oppositions, quoi. Donc, je pleure ce combat, j'en fais déjà le deuil. Moi, j'ai lâché l'affaire, là, c'était la déception de trop. Et, bon, et puis je me dis, là, quand même, Tony, j'ai un très mauvais pressentiment pour lui, quoi, parce que je veux dire, il a forcé le destin tellement de fois. Il a pris, là, sur ses derniers combats, la plupart du temps, il prend à chaque fois un knockdown dans le combat. Je pense que ça pardonnera pas contre
Pareil, moi aussi Gaethje, j'ai vraiment peur. Et puis surtout qu'il sait en plus, Gaethje. C'est la première fois, je pense, de sa carrière où il affronte un gars où il sait pertinemment que si ça va dans le 4e round, c'est fini. Enfin, tu vois, d'habitude, que ce soit Eddie Alvarez ou Dustin Poirier qui l'ont mis dans le dur à la fin du combat, à chaque fois, je pense qu'il était confiant. Et puis même, tu vois, quand tu analyses le truc, il n'y a aucun indicateur qui te fait dire, qui peut te faire croire que dans le 4e, c'est lui qui va galérer. Là, tout ce qui s'est passé avant, le style de Ferguson, te montre que si en 4e round, il est toujours là, pour toi, ça sent mauvais. Ouais. Et donc, raison de plus. Et puis en plus, voilà, il est en short notice. Enfin, bref. Il s'est pas du tout préparé pour un mec qui a le style de Justin Gaethje. Justin Gaethje, moi, je pense... Alors, l'information n'est pas vérifiée. J'ai pas fact-checké, mais quand même, ce qui tournait, c'est que il était quand même en préparation pour l'event de son côté. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein. Peut-être qu'il s'est pas du tout préparé, qu'il prend le truc en une semaine. Et du coup, c'est très dangereux pour lui aussi. Je pense pas non plus, parce que Trevor Whitman est intelligent, son coach. Donc, il lui aurait dit niet directement. Ben, ouais, en plus, ça correspond pas à ce qu'il disait auparavant. Après son combat, je crois que c'était contre Alvarez, où il avait dit j'ai fait le combat en short notice, je le referai plus jamais. C'était ce qu'il avait dit. Et puis, il y a aussi ce que disait Dana White à propos justement de Gaethje avant que le combat Ferguson-Khabib soit booké. Il disait dans tous les cas, Gaethje sera toujours là pour remplacer un des deux combattants. Donc, ça fait longtemps qu'il sait qu'il est dans cette position en fait de remplaçant en cas hautement probable, parce que ça fait quand même 5 fois qu'il a annulé le combat, donc il y avait de grandes chances que ce soit encore le cas. La loi des séries oblige. Donc, et puis, mine de rien, il a comme manager Ali Abdelaziz, qui, je pense, à mon avis, a dû lui passer 2-3 coups de tel pour lui dire avec Khabib, ça sent un petit peu mauvais quand même. En plus, il y a ça. C'est-à-dire, j'ai même pas évoqué la connexion Abdelaziz, qui fait que, bien sûr, il avait peut-être des informations que les autres n'ont pas. Donc, le petit délit d'initié dans les sports de combat. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Parce que pour les coups, là, c'est le partage d'une info privilégiée. Et là, c'est carrément une embuscade. Parce que si Abdelaziz, mettons, est au courant que le truc partait salement en sucette depuis quelques semaines, tu sais, quelques semaines, ça paraît rien comme ça, mais si tu te prépares pour un combattant spécifique avec un style comme celui de Tony Ferguson et que lui ne peut pas le faire, ça change énormément. Enfin, je veux dire, il y a un véritable impact sur le combat. Donc, j'espère que c'est pas arrivé. J'ai pas la preuve, donc je vais pas lancer d'accusation. Mais s'il y a ça en plus, c'est-à-dire s'il y a en plus la connexion Abdelaziz, alors là, ça sent très mauvais. Ça sent très très mauvais. Complètement. Mais même au-delà de la connexion Abdelaziz, je veux dire, en soi, n'importe quelle personne, Justin Gaethje, tu vois un peu ce qui se passait sur Internet. Bon, tu demandais au moins à l'UFC ou même à Ali, bon alors qu'est-ce qui se passe avec Khabib? Il te dit, bon, c'est vrai que ça va peut-être être un petit peu compliqué. Bon, du coup, tu fais, allez, on va commencer à se préparer. Mais bref, de toute façon, c'était loin d'être une surprise que ce soit Justin Gaethje en remplaçant. Ça va être ça pour l'UFC 249, main event. Et il y a aussi un autre combat. On en avait déjà parlé, mon cher Poidomso. Je pense pas que ça va changer a priori beaucoup de choses. C'est Ngannou Rozenstruik qui va être 3e combat de la soirée. Coco main event juste en dessous de Jessica Andrade contre Rose Namajunas. Bon, là, c'est exactement ce qu'on avait dit en décembre quand le combat avait été prévu. Ça change pas, ça change pas. Je m'inquiète pas trop pour Francis. Merde, pour Francis. la fatigue. Je m'inquiète pas trop. J'aime bien Rozenstruik en revanche. Je suis à chaque combat, je suis étonné en fait de ce qu'il montre, mais il y a quand même. C'est les lourds quoi. C'est-à-dire il y a quand même des grosses failles aussi de son côté. Après, je serais très curieux et moi j'ai vraiment envie que ça se passe comme ça, que le combat se termine pas en un round. J'aimerais vraiment que ça dure. Ce sera 3 rounds. Ouais. Mais franchement, ce serait vraiment une très bonne expérience pour Francis. Ouais. Si ça dure et si Rozenstruik vient te chercher. Quoi. Parce que je pense pas, en revanche, l'avantage, je pense pas que Rozenstruik soit intimidé par Francis. Et c'est pour ça que pour moi, ça peut être intéressant. Ça va être la première fois où on peut voir Francis testé debout par quelqu'un qui n'a pas peur. Et surtout, à la différence d'Eric Lewis. Oui. Eric Lewis, il n'a pas peur non plus, mais le truc, c'est sa façon de combattre, c'est qu'il attend tout le round sans rien faire, et puis il va faire un coup de pied sauté, il va faire j'ai mal au dos, il va se poser contre la cage, il va rien faire d'autre. En gros, c'est Derrick Lewis. Et puis dans les dernières secondes, il va faire un enchaînement et il va te voler le round comme ça. Tu vois. Et ça se mariait très mal avec le style de Ngannou, qui est un style de contreur principalement.
Et là, je pense que l'avantage qu'il a, Ngannou, par rapport à ce match-up d'Eric Lewis et Ngannou, c'est que Rosenstruck va venir le chercher. Ouais. Je pense, hein, même s'il sera prudent, évidemment, parce qu'il ne va pas y aller sabre au clair Ouais. comme un kamikaze. Non, c'est pas ça qui va se passer. Mais c'est son style. C'est un mec qui vient te chercher, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant. Ça va plus. Je pense qu'on va pas se faire chier et ça rentre plus dans le style de Francis Ngannou. Donc, Exactement. Et puis, ouais, non, et puis un premier test, parce que mine de rien, contre Derrick Lewis, il se retrouvait, c'était la première fois qu'il était contre un striker qui frappait énormément fort et qui n'avait pas cette appréhension comme a eu notre cher Junior Dos Santos, malheureusement. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour Francis. Et donc là, ça permettrait d'effacer vraiment tous les doutes, parce que c'est vrai que notre cher Polydomso l'a dit plusieurs fois, Francis est sur 3 victoires consécutives par KO au premier round, mais on n'en a pas appris énormément finalement depuis sa défaite contre Stipe Miocic. non. Et puis contre. Mais Derrick Lewis, on a du mal, à l'admettre. Cette défaite, on a du mal à l'admettre. Ouais. Alors, on va passer aux questions, mon cher Polydomso. Yes. On va faire quelques-unes parce que nous avons toujours des questions. Alors, tac, tac, tac. C'est parti. Donc, question Triple C de Sacha. Alors, salutations à vous trois. Avec le suicide social de John Jones, la grosse pause de Rumble, la montée de Cormier et ce qu'il reste de Gustafsson qui boude dans son coin, la catégorie light heavyweight ne vous semble-t-elle pas dans une situation délicate? Je m'explique, la catégorie a plusieurs fois semblé assez hiérarchisée, avec des trios ou quatuors de champions potentiels d'un niveau élevé qui se démarquaient bien du reste du top, de Lidl, Ortiz, Couture à Jones, Cormier, Rumble par exemple. Là, nous avons une mêlée avec Corey Anderson, Volkan Ozdemir, Glover Teixeira, Anthony Smith, Thiago Santos et Jan Blachowicz, qui sont tous très bons, mais qui semblent aussi pouvoir se battre les uns contre les autres en fonction du contexte, sans qu'aucun ne semble vraiment se démarquer. Et comme aucun n'a battu Jones ou Cormier, on n'a pas l'impression qu'ils se sont hissés au niveau de la génération précédente. Il reste Dominique Reyes, très impressionnant contre Jones, mais dont la plus grande victoire reste contre le fantôme de Chris Weidman, qui, en plus, débutait à ce poids. Que pensez-vous de l'état des light heavyweight, catégorie sinistrée ou pas? Pensez-vous que Ryan Bader, qui ne semblait pas à la hauteur de Jones, Cormier, Prime Machida ou Prime Evans par exemple, pourrait prendre la ceinture? C'est un concours de circonstances. Le ramener à l'UFC. Merci pour vos vidéos à la fois expertes et légères en cette période difficile pour beaucoup de monde. Sacha, merci beaucoup pour cette question exhaustive. Sacha. Ouais, c'est une bonne question. Je trouve qu'on a vu pire hein, dans l'état de la catégorie light heavyweight. Il y a eu des périodes de vache maigre plus sales que celle-là. Je trouve qu'au contraire, il y a même une nouvelle garde de mecs qui sont plutôt bons et de gens aussi qui se renouvellent. Il a oublié Volkan Ozdemir qui fait du beau boulot en ce moment et même Rakic hein, qui a perdu à un fifrelin contre Ozdemir. Mais donc je trouve que la catégorie se renouvelle. Il y a des surprises. Bon, je pense que personne n'avait vu venir Corey Anderson contre Walker. Enfin, il y a des gens qui l'ont vu venir parce qu'ils ne se sont pas laissés éblouir par la hype, comme on a pu. En tout cas, à mon corps défendant, j'ai pu placer beaucoup d'espoir sur Walker. Mais même Walker, hein, mine de rien, même s'il il a perdu 2 combats contre Corey Anderson et contre Krylov, ben, il peut nous faire une remontada s'il s'entraîne sérieusement et tout. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans cette catégorie. Il y a des mecs bons. En revanche, je suis d'accord, en l'absence de Jones, il n'y a pas un clair dauphin qui sort du lot. Finalement, le plus évident, c'est le dernier en date, c'est Dominique Reyes. Ouais. Moi, je pense Thiago Santos aussi, il n'en a pas parlé, mais c'est pour ça que je plaide pour un Reyes Santos, juste pour être sûr. Et bon, de toute façon, c'est probablement ce qui va se passer avec l'absence de Jones. Enfin, je ne sais pas s'il revient rapidement. Je n'ai pas l'agenda en tête, mais je pense que c'est le match-up le plus évident. Il y a Blachowicz qui commence à monter aussi. Hein. À remonter aussi. Il y a eu une belle victoire contre Corey Anderson. Donc ça se tire bien la bourre. C'est pas une catégorie morte. Tu as des gens qui commencent à vraiment avoir du niveau et ça fait plaisir. Moi, je suis d'accord qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité, la catégorie. Mais il y a de la vie, au moins, parce que putain, on s'est tapé des catégories laitiers. Oh là là, c'était terrible, quoi. Genre, il fallait chercher les middleweight pour la ressusciter, quoi. Et ça, c'est. Là, justement, au contraire, je trouve que la catégorie light heavyweight a réacquis ses lettres de noblesse avec Blachowicz qui a battu, par exemple, Ronaldo Sosa aussi.
Et Luke Rockhold, donc qui a fait redescendre finalement les, les middleweight. Et ouais, Dominique Reyes, ça reste celui qui a peut-être le plus de potentiel, on peut dire ça. En tout cas, ce qui nous a montré le plus de trucs. Donc, je ne désespère pas. Je pense qu'on va voir de belles choses. Je pense que par exemple aussi Krylov a fait un très beau combat contre Walker et il semble avoir montré qu'il commence à se discipliner un peu plus sur le game plan. Et je pense que Krylov, s'il fait un peu plus attention à ce qu'il fait, il peut être très dangereux. Donc, non, il y a de la vie. Après, pour Ryan. Il faut lui Ryan, laisser du temps à cette catégorie. c'est ça, c'est ça. Et puis le fait aussi, c'est pas innocent. C'est-à-dire, c'est au moment où John Jones montre le plus de fragilité que la catégorie revit. C'est-à-dire que les gens commencent à y croire un peu. Hein. Il y a des effets d'emballement comme ça. Et quand tu as un champion qui est complètement dominant, qui éclate tout le monde, bah, la catégorie, elle meurt. Hein. Il suffit de voir la catégorie flyweight quand c'était Demetrius Johnson, même la catégorie middleweight quand c'était Anderson Silva. Il y avait personne qui sortait vraiment du lot pendant le règne. Et il suffit qu'en fait, boum, le roi tombe, ou en tout cas le roi vacille. Et à ce moment-là, bah, tu as tous les prétendants qui s'engaillardissent et qui se disent ah, bah, on peut le faire finalement. Donc c'est psychologique, ça marche, il y a un effet d'entraînement. Donc du coup, je pense que là, on est vers quelque chose de bon. Il me semble. Après, pour Ryan Bader, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Je ne pense pas encore aujourd'hui qu'il soit vraiment. Mais c'est au pif, hein, c'est vraiment au pif parce qu'ils sont plus dans la même organisation, mais je ne pense pas qu'il soit. En fait, j'ai du mal à faire la part des choses entre son amélioration et la baisse de compétition. En fait, parce qu'il y a quand même une baisse de compétition. Même s'il y a Phil Davis, même s'il y a des gens qui sont bons hein, au Bellator, ils ont des bons combattants, mais j'ai du mal à imaginer que si on le faisait revenir, il pourrait faire jeu égal avec Daniel Cormier. Par exemple, ça j'y arrive pas. J'y arrive pas, même si alors en revanche, je suis d'accord sur un truc, c'est que je trouve qu'il s'est amélioré, qu'il a moins le défaut qu'il avait avant, tu sais, c'est un peu le défaut de Curtis Blade quand Curtis Blade combat Ngannou, c'est-à-dire de paniquer à mort quand il combat contre un mec qui est plus puissant et plus fort que lui en striking, quoi, et que du coup alors qu'il n'est pas mauvais en striking, Ryan Bader, mais juste il va diminuer son jeu considérablement, il va dire ah je suis un lutteur, allez j'y vais en lutte, quoi. Et c'est un peu ça qui s'était passé entre Curtis Blade et Ngannou, et c'était un peu ça surtout qui s'est passé entre Bader et Rumble Johnson. Je trouve qu'il a pris un peu plus de confiance. C'est le fait justement qu'il y ait une baisse en compétition n'y est pas pour rien, c'est-à-dire il risque moins, donc il peut plus s'exprimer. Il a un bon challenge qui arrive, et moi je pense que son combat contre Nemkov va être bien révélateur. Parce que Nemkov n'est pas du tout au niveau de. Je suis en train de dire, j'ai beaucoup d'espoir pour Nemkov, mais ça reste un diamant brut, hein, ça reste un produit qui est non fini. Mais ça va être un gros test. Voilà, c'est un mec qui cogne dur, qui est discipliné, qui est bon à peu près partout, qui a été capable de mettre un suplex à Phil Davis, donc qui est bon en lutte, c'est-à-dire qu'il peut faire jeu égal avec. Pour la redescente, hein, parce que ça fait longtemps que Bader n'a pas combattu de top mondial, parce que tous ceux qu'il a affrontés en heavyweight, ce sont des vétérans, clairement. Ouais, il y a eu des mots plus durs, hein, c'est vrai. Et pourtant, non, mais c'est vrai, c'est que là, ses dernières victoires dans le tournoi heavyweight, il avait King Molawal, Matt Mitrione, c'était une belle victoire parce qu'il est quand même beaucoup plus gros que lui. Et bon, Fedor, évidemment. Mais, et ensuite, le no contest contre Cheick Kongo. Et oui, il y a ça, effectivement. Donc, je pense que là, ça va être très intéressant de le voir contre un light heavyweight aux dents longues qui arrive et qui n'est pas là pour rigoler du tout. Après, il peut très bien le dominer en lutte et pas prendre de risques, hein, parce que il a quand même un très très bon niveau, Ryan Bader. Mais je pense que ça va être intéressant de voir, ne serait-ce que debout, si il garde son sang-froid et qu'il arrive à appliquer son striking, ou s'il fait du panic wrestling. Et comme ça, bon, ça va être un révélateur, et je pense que ça pourra nous permettre de jauger à peu près, parce que c'est toujours de à peu près dans ces cas-là, par comparaison, par analogie, de son niveau véritable par rapport au cadre de l'UFC. Voilà, superbe réponse, mon cher Polydomso. Bien, maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. Question. Alors, non, nous avons. Voilà, force à vous. Bon, ce sont pour l'instant que des encouragements. Idir, salut équipe, petit message pour dire que j'apprécie votre travail, force à vous et bonne continuation pour vos projets. Merci beaucoup. Merci. Mais donc nous ne trouvons pas de questions. Bon,
C'est pas vraiment une question non plus. Mathéo, salut les gars, je voulais savoir si c'était possible de traduire des interviews de Nate Diaz. Bon, C'est plus une suggestion, là, pour le coup. exactement, c'est plutôt une suggestion. Trop cool, merci de m'avoir répondu. Bon, nous n'avons toujours pas de questions, mais qu'allons-nous devenir? Ah, voilà. Kevin, salut la team. Plus je regarde vos vidéos, plus je kiffe le MMA. MDR, continuez les gars, merci beaucoup. Donc j'avais une question. J'ai cherché dans vos anciennes vidéos si vous parlez de Cody Garbrandt et j'ai pas trouvé. Oh là 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 là. Attention. Est-ce que vous pensez qu'il est terminé, lui? Alors, je crois qu'on en avait parlé il y a pas très longtemps. En plus, Mais oui, il y a bon, une vidéo récente là-dessus. exactement, mais parce que c'est Kevin, nous allons y répondre. Ouais, bah, c'est vrai que là, pour Cody Garbrandt, ça va être très chaud. Très, 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 très chaud. Parce que bah, c'est toujours un des top monde. Sauf que, considéré comme top monde et star de l'UFC, sur 3 défaites consécutives par KO. Mes motifs d'espoir, cependant, c'est qu'à chaque fois qu'il a perdu pour l'instant, c'était plus une faillite psychologique. Ah, bah oui, c'était sur les combattants qui n'ont pas de Mais, mentor. C'est là qu'on en avait parlé. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? non, mais franchement, je pense pas qu'il soit terminé du Ouais. tout. Hein. C'est juste là, pour le moment, il y a un gros problème, en fait. Il y a un gros, il semble qu'il y ait un souci à régler. Mais il n'est pas en déclin physique, il n'a pas montré en fait une perte de niveau, parce que ça se voit parfois des combattants qui perdent leur skill, hein, c'est terrible, mais on peut les citer. C'est pas le cas en fait de Cody Garbrandt. Ce qu'il a montré, c'est qu'il a un problème de sang-froid et qu'il a vraiment un problème tu vois, de garder sa discipline de jeu en fait quand il combat, parce que Dès qu'il se fait toucher. ben, c'est ça, dès qu'il est heurté un peu je veux dire dans son honneur, mais c'est même pas ça, quoi. C'est juste dès qu'il est un peu heurté, ben, il veut en montrer plus, quoi. Il veut, Ouais. il veut montrer qu'il tape mieux et qu'il tape plus fort et il rentre dans la bagarre, quoi. Il va à la bagarre et bah, en plus, ce qui est terrible, c'est que je pense qu'il pourrait gagner à la bagarre contre pas mal de mecs, mais Ouais. là, il est tombé sur des gars qui étaient plus malins ou qui eux, justement, ne rentraient pas dans son jeu, quoi. Enfin, en fait, c'est surtout TJ Dillashaw qui rentrait pas dans son jeu et Ouais. qui arrivait justement à développer un jeu de. C'est Mike Tyson qui disait la boxe, c'est pas un sport de gars durs, c'est un sport de gars qui pensent. Les gens qui sont Mhm. durs, ils souffrent dans la boxe. Ben, c'est pareil en fait, c'est pareil pour le MMA. Le problème c'est que c'est trop un thug en fait, Cody Garbrandt, quoi. Il veut trop, trop montrer qu'il en a, quoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il pourrait vraiment faire une remontada Ah, encore mais oui. s'il était bien encadré, bien conditionné psychologiquement, Ouais. bien discipliné. Je pense un tour chez Tristar, ou même, t'es pas forcément chez Tristar, parce qu'on dit tout le temps chez Tristar, parce qu'ils ont une tendance Tristar à rationaliser les combattants, Mhm. c'est à vraiment genre, leur faire avoir une approche de mathématicien plutôt qu'une approche de guerrier. Mais même, par exemple, il n'a pas besoin d'aller chez Tristar, qui est vraiment, je pense, l'opposé total de ce qu'il fait. Il pourrait aller chez Rafael Cordero, par exemple, Ouais, ouais. pour apprendre à faire une pression Mhm. agressive et tout, tout en gardant son style agressif, le peaufiner un brin, tu vois, le peaufiner un peu. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être. En fait, tout ce qui lui manque, c'est vraiment applique le game plan, quoi. Genre, si tu as un game plan, applique-le et ne sors pas de ce truc-là, quoi. C'est juste ça, en fait. Ouais. À En- mon sens, hein, com- toujours. Complètement. En tout cas, là, ce qui sera vraiment intéressant, c'est pour son prochain combat. Il jouera gros, voilà, en tout cas. Pour voir si il a réglé ces problèmes qu'il a, sont connus de tous, ou alors s'il est Il quasiment est, il est contre condamné à qui chaque déjà? fois. Euh, Asun Sao. Assunção, ouais. Bah, très, 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 Ouais, très bien, très bien. Très bien. exactement. Ouais, mais bon test, mais là, tu vois que l'UFC aussi lui met quelqu'un qui ne va pas forcément trop, trop, trop fort Ouais, pour mais c'est un lui mec chiant, permettre Assunção. exactement, mais chiant à mourir, à combattre, et pour le coup qui permet, si s'il y a une victoire, comme un peu ce que Cory Sanagan avait fait lors de son dernier combat, bah tu te dis, ok, là ça y est, il est de retour, il a affronté un top. Dernière question, mon cher Polydomso. Manu, yo la sueur, j'ai découvert le podcast il y a quelques mois et depuis c'est un vrai régal, merci. Que pensez-vous d'un potentiel retour de McGregor en featherweight? Est-ce envisageable? Car la version de Conor lors du combat contre Chad Mendes en 2015 m'avait totalement séduit. C'est dur de dire. Je sais pas s'il peut Ouais. cutter énormément, hein, quand même, pour être en featherweight, hein. Ah, ce C'était serait depuis la Ivy Ban, puisque sa montée en lightweight a à coïncidé accompagner, avec ouais. exactement l'interdiction des intraveineuses à l'UFC. Ça me paraît très très compliqué, je suis entièrement d'accord avec Après, regarde, tu vois, José Aldo qui est descendu en bantam, ça toi. Ouais, paraissait impensable parce que José Aldo, déjà, il galérait à mort pour rester en featherweight. Mais je sais pas, c'était quand même là, on était à la limite de. Enfin, les images, on les voit.
Non. C'était, tu prenais, avant-après, tu avais Conor McGregor et Paddy Holohan, quoi. En gros, c'était ça. Enfin, c'est terrible. Je sais pas, je pense pas. Et puis, je pense pas qu'il le veuille aussi au-delà de ça, parce qu'il a rien à prouver en featherweight, quoi. Je pense qu'en fait, dans la mentalité de McGregor, si on peut essayer de se projeter dans sa mentalité, c'est très difficile comme exercice, toujours difficile d'imaginer ce que d'autres personnes pensent. Après, on le connaît bien, c'est un ami personnel. Ouais, bah oui, on prend souvent le thé chez lui et tout. Mais je pense qu'il le prendrait comme un échec. Ouais. C'est de revenir. C'est pas En un plus, mec une plus petite catégorie. Donc aussi. C'est ça, et puis c'est pas un mec qui défend. Je pense que c'est devenu même un gag là-dessus. C'est pas un mec qui défend les titres. Je crois que sur tous les titres qu'il a eu, Jamais. il n'a jamais défendu, quoi. Et c'est pas ça qui le motive. Il y a des gens, ce qui les motive, c'est d'être invaincu pendant 10 ans. Lui, c'est pas ça. Il a eu En fait, le truc, c'est que aussi ça dépend comment ta carrière tu l'as commencé et tout. Il a eu des défaites assez rapidement dans sa carrière, donc il n'est pas dans le délire, genre je vais être le combattant invaincu total, je vais rester champion 20 ans dans la même catégorie, c'est pas son délire. C'est pas son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est un peu une mentalité de conquérant. Ça, personne l'a fait avant moi, bah, je vais le faire. Tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, là, le retour en featherweight, je pense pas que ça le fasse triquer. Tu vois. Même là, je pense qu'aujourd'hui en lightweight, pour lui, c'est plus important de battre Habib plutôt que d'être champion. Ouais, il a déjà été, en fait. C'est juste le premier à faire. Et même, je vais dire un truc, je vais même aller plus loin. Si Khabib perd, vraiment, hein, s'il perd son truc d'invaincu, c'est pas lui qui fait tomber l'invincibilité de Khabib, je pense que ça l'intéresserait pas beaucoup non plus. C'est vraiment parce que Khabib, c'est une anomalie, quoi. À ce niveau-là, dans cette catégorie-là, être invaincu, bah, tu vois, le faire. Je suis sûr que pour Khabib, pour Conor, ça a plus de valeur de faire tomber l'invincibilité de Khabib que n'importe quel titre. Il s'en fout des titres. Tu sais, il y en a d'autres, des challenges. Il s'en fout des titres par rapport à ça, tu vois, par rapport à cet accomplissement-là, parce que c'est quand même un sacré accomplissement. Oui, complètement. Complètement, nous sommes bien d'accord, mon cher Podomso. Tes recommandations? Ouais, alors j'en ai deux, comme d'hab. J'ai une recommandation fight et une recommandation culture. Alors la recommandation fight, c'est un combat de full contact. Je me fais, là en ce moment, je suis en train de me mater plein de combats de full contact, j'aime bien. Alors c'est des combats encore à l'ancienne, mais là c'est un combat que j'ai découvert qui est vraiment pas mal. C'est Benny Urquidez contre Billy Jackson. Alors Billy Jackson, ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce, c'est B-I-2-L-Y-E, plus loin Jackson comme Michael Jackson. Et le combat, il est vraiment, vraiment, c'est un bon combat. Il y a du bon niveau. Parce qu'en fait, je m'étais pas trop rendu compte de ça quand j'en avais déjà parlé un petit peu, mais full contact, tu as des disparités de niveau quand même assez ouf. Tu as des mecs qui combattent très très bien et t'en as, c'est pas terrible parce que je pense pas que c'était un sport qui était très pratiqué en fait. Et là, en revanche, Ben Urquidez, c'est probablement un des meilleurs dans cette discipline, mais de l'histoire de cette discipline, avec, je sais pas, Rick Rufus. Et ces mecs-là, tu vois. Et pendant longtemps, il avait un record invaincu. Et il y avait un mec qui l'avait battu. Bon, il y a une petite controverse parce que le truc a été changé en no contest. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est Billy Jackson. Et le combat, il vaut le coup parce que Billy Jackson est vraiment bon. Et c'est un combat qui est bien disputé, très compétitif. Il y a des moments pour Billy Jackson, des moments pour Benny Urquidez. C'est un beau combat. Ça dure, je crois, c'est 7 rounds de 2 minutes, il me semble, parce que les règles sont un peu différentes. Et ça se regarde bien. C'est cool. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et c'est assez stylé. Et puis d'ailleurs, Benny Urquidez, pour la petite histoire, il a fait des films avec Jackie Chan aussi, et c'est parmi les plus belles scènes d'action du cinéma de Hong Kong, donc ça vaut le coup aussi. Après, pour ma reco-culture, je vous renvoie à... Alors en revanche, c'est pour les anglophones. J'ai pas trouvé sur YouTube, pas anglophone, mais bon, je pense qu'on peut se débrouiller quand même, on peut bricoler. C'est le nom du documentaire qui s'appelle Electric Boogaloo. Electric Boogaloo. Et c'est sur le cinéma de la société La Canon. C'est la société qui a produit des films avec Chuck Norris, Les Justiciers dans la ville, ces trucs-là. Tous ces films un peu nanars, un peu fauchés, mais qui sont quand même bien, bien marrants, bien jouissifs. Enfin, c'est vraiment toute une époque. Et en fait, moi, tu vois, j'avais le stigmate de La Canon. Je me disais, bon, c'est des mecs qui faisaient des films à la chaîne, qui n'avaient rien à foutre. Et c'était marrant, mais sans plus. Mais en fait, le reportage, c'est vraiment sur les deux mecs qui ont dirigé la société, Menahem et Golbus, je crois, c'est leur nom. Golan et Golbus plutôt, Menahem, Golan et Golbus. Et ces deux mecs, en gros, ils sont plus intéressants que leurs films, ces deux mecs-là. En fait, ces deux réalisateurs israéliens qui sont arrivés, mais avec que dalle, rien dans les poches, et ils ont monté une espèce de truc de société de production
où ils ont, à un moment donné, ils produisaient 100 films par an, quoi. Bon, c'était des films de merde, mais quand même, tu vois, c'est aberrant. Et tu sais, ils arrivaient à avoir des bêtes d'acteurs. Ils ont eu même de très bons réalisateurs. Il y a Zeffirelli qui a tourné pour eux, il y a Godard qui a tourné pour eux, il y a Schrader, je crois aussi, qui a tourné. Enfin, bref, c'est incroyable. Leur histoire est incroyable. Bon, la société a fait faillite, s'est plantée parce que bon, tu peux pas. À un moment donné, le réel reprend ses droits, quoi, tu vois. Mais enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf. Et puis, bon, la plupart des films, c'était quand même de la grosse merde, mais ça a un fumet particulier. Et franchement, je te dis, l'histoire de ces deux gars, mais elle est incroyable. Et du coup, Electric Boogaloo, c'est un reportage, un documentaire sur ces deux mecs qui ont fait, et sur la société Canon. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Il est super bien fait, le reportage. Vous pouvez le trouver donc du coup sur YouTube, en anglais. Oh là là. Mais Dommage. bon, mais faut pas trop en demander quand même, mon cher Mais Pauline. du coup, ouais, donc carrément, Les ça gens vaut le ont coup. ça gratuitement, bon, Ouais. et en super qualité. Bah voilà les superbes recommandations. À demain, monsieur. À demain. Soit.